Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la formation et de l'inclusion. Donc, ravi de vous accueillir ce jour. Aujourd'hui, un webinaire consacré à Calliope, à la V9. Et on évoquera aussi rapidement, bien évidemment, le décret du 28 décembre et l'impact qu'il a eu justement sur les sous-traitants, les donneurs d'ordre et tout. Donc, aujourd'hui, avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Cédric et Fabrice. Donc, je vais vous laisser chacun votre tour vous présenter. Moi, je ne me présente plus, hein, Nathalie Auster, fondatrice de Calester Consulting, grande utopiste de la formation et de la qualité. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Fabrice, je t'en prie. Oui, écoute, tout est écrit. Enfin, expert, je me qualifie pas d'expert. Enfin, j'aime pas le terme, mais Alors, tout le monde voilà. le dit maintenant. Ouais, je suis expert en Porsche moteur avant, en littérature du 19e siècle, mais aussi un petit peu. Ouais, je suis plutôt dans la formation, je suis assez versatile. Donc, pour ce qui concerne la qualité, je suis auditeur, accompagnateur Calliope. J'ai été responsable de certification dans un guide de formation à la prévention des risques professionnels pendant 5 ans. Formateur également. Et à côté de ça, je fais beaucoup d'ingénierie pédagogique et de la conception e-learning sous Storyline, Geniali. Voilà. Donc, pas mal de choses. Voilà. Très bien, merci. Cédric. Voilà, bonjour à tout le monde. Moi, je suis Cédric Prumanski, je suis directeur technique d'Evolve. Donc, Evolve Certification, je représente donc un organisme de certification. Voilà, sur ce webinaire. Donc, Evolve est un organisme qui travaille sur Calliope, qui travaille également sur les systèmes de management de la qualité, de la sécurité, de l'environnement, de l'énergie. Evolve est orienté effectivement vers l'environnement, la RSE, le développement durable et l'économie circulaire. Et puis aujourd'hui, je suis le représentant d'Evolve sur ce qui nous intéresse particulièrement, Calliope, sur ce webinaire. Je te remercie de ta présence. Donc aujourd'hui, j'ai essayé d'avoir autour la consultante, l'accompagnatrice, l'auditeur, Fabrice, et donc le certificateur, Cédric. Bien évidemment, le rôle du certificateur est totalement neutre. Cédric, nous ne demanderons rien comme conseil, c'est bien Très précis. gentil, merci. Non, c'est très important. C'est aussi, voilà, chaque certificateur est lui aussi soumis à des conditions, des obligations. C'est pour ça que quand on parle des certificateurs, eux-mêmes sont certifiés par le COFRAC, qui est c'est le stade au-dessus. Donc, si vous trouvez Calliope dur, je peux vous assurer que ce que vivent les certificateurs est beaucoup plus également. Voilà. Ça. Donc, on va simplement aborder ce webinaire par des petits rappels sur Calliope et puis, bien évidemment, comment on est passé de la V7 à la V9 en très peu de temps et pourquoi ces évolutions, quels impacts. Et puis, bien évidemment, selon le type d'action, quand on est sur le CPF, ça peut avoir plus ou moins d'impact, selon aussi quand on est sous-traitant ou donneur d'ordre, les points de vigilance. Donc, on va commencer gentiment par un petit rappel. Donc, ça remonte déjà au 1er janvier 2022 que Calliope est devenu un passage obligatoire pour les opaques. Oui, opaque, ça je le précise, mais normalement, c'est comme ça que l'on détermine un prestataire de formation, de bilan de compétences, VA ou autre. C'est un organisme prestataire d'action concourant au développement des compétences. Donc, l'obligation de Calliope, bien évidemment, ça vise une obligation à garantir une qualité constante des prestations de formation. Bon, bien évidemment, on va dire que Calliope ça garantit la qualité d'une procédure. Ça ne va pas vous garantir la qualité d'une formation. On est d'accord, Fabrice, tu vois ce que je veux dire? Oui et non. Ça dépend comment on l'utilise, j'ai envie de te dire. Voilà, ça dépend comment on l'utilise. Ce que je veux dire par là, c'est que vous aussi. D'ailleurs, Oui. c'est votre organisme de formation qui est certifié, ce n'est pas vos formations qui sont certifiées. Voilà, exactement. Voilà, donc Calliope, c'est vraiment un ensemble de procédures. Quand on s'approprie vraiment Calliope, bien sûr que c'est un outil qui vous monte en compétences et il y a de l'amélioration continue, il y a des tas de choses. Pour un jeune organisme de formation, partir tout de suite sur Calliope, c'est vraiment de très bonnes bases pour développer son activité. Donc, la dernière version qui était en cours, c'était la version, avant quelques mois, c'était la version 7 qui était parue en mars 2021. Donc, on est resté quand même pas mal de temps en étant tranquille avant d'avoir une version 8 et une version 9.
Donc, comme je disais, la version 7 en 2021, elle avait apporté déjà des précisions importantes sur l'accueil des personnes en situation de handicap, des graduations de non-conformité mineure ou majeure et des indicateurs spécifiques relatifs aux résultats des formations ou aux certifications professionnelles. On continue. La version 8, qui était effective depuis le 24 janvier 2024, elle est sortie au mois de novembre de mémoire, donc avec mise en application en 24 janvier, a mis l'accent sur une appréciation plus adaptée aux caractéristiques spécifiques de chaque formation, la clarification du statut des nouveaux entrants et le renforcement des exigences pour les formations certifiantes. Alors, pour les nouveaux entrants, ça a eu un impact, ça a rajouté une demi-journée à l'audit de surveillance. Voilà. Donc voilà, cela inclut des ajustements dans les exemples de preuves requis pour certains indicateurs également, soulignant ainsi l'importance de la transparence. Calliope, c'est vraiment de la transparence. Messieurs, vous avez quelque chose à ajouter sur ces points-là, sur les évolutions jusqu'à la V8 ? Bah, moi, j'ai envie de dire que c'était du pain béni pour l'auditeur, parce que ça a clarifié quand même pas mal de choses. Exactement. Ah oui, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ça a permis de clarifier pas mal de choses, totalement. Dans le préambule, moi, je pense qu'il y a un truc que... alors là, je change de casquette, excusez-moi. Je change la casquette, je vais prendre la casquette d'accompagnateur Calliope. Mais dans le préambule, on précise bien que l'auditeur, il doit tenir compte du contexte de l'organisme qui est audité. Et moi, je n'hésite pas à dire aux clients que j'accompagne qu'il faut parfois savoir ramener l'auditeur au contexte de leur organisme. Il doit faire preuve de mesure et d'adéquation entre la prestation délivrée, le contexte et le référentiel, en fait. Donc, c'est bien parce que alors c'est pas forcément c'est pas la porte ouverte à n'importe quoi, hein. L'auditeur il a toujours son jugement, mais on lui précise que voilà, en gros c'est la fin des auditeurs psychorigides, j'ai envie de dire en tout cas. Voilà, c'est clairement écrit noir sur blanc que l'auditeur doit tenir compte du contexte de l'audit. Donc c'est voilà, la conformité, je vous le texte, repose sur l'appréciation de l'auditeur quant à la mise en œuvre des exigences et non sur la seule présence ou l'absence de l'un ou plusieurs éléments de preuve. Mais non, c'était plus haut, mais en gros, voilà que j'ai raté. Désolé, j'ai raté la citation, mais qu'en gros, voilà, il y avait vraiment l'appréciation qui est liée au contexte. Donc ça, c'était quand même un des apports au-delà de certaines précisions. On ne va pas, je pense que c'est pas l'objet du webinaire de les détailler. Il y a vraiment beaucoup de précisions dans les indicateurs. C'est clairement la V8, c'était une clarification. Pour moi, oui, c'était ça, maître mot, c'est vraiment une clarification. Voilà. Une clarification aussi sur le terme nouveaux entrants, puisque un nouvel entrant est considéré, dans sa première année d'exploitation. Totalement. Donc, la V9, tout récemment, on va dire qu'on a bien commencé l'année. Alors, elle est applicable depuis très récemment, depuis le 8 mars 2024. Bon, elle a été surtout créée suite au décret du 28 décembre 2023 régissant l'encadrement de la sous-traitance. Alors, pour rappel, ce texte est entré en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception de son article 2 relatif à la mise en œuvre de l'encadrement de la sous-traitance, qui entre en vigueur à partir du 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitance conclus à partir de cette date. Donc, à partir d'une quinzaine de jours, voilà, tous les contrats de sous-traitance devront être tout ce qui est cadre de la sous-traitance sur le CPF devra rentrer dans un cadre bien précis, bien carré, qui n'est pas forcément très compliqué, puisqu'à mon sens, on est déjà un organisme de formation qualité. On a déjà mis en œuvre ces pratiques de rédiger des contrats de prestation où l'ensemble des missions où le sous-traitant intervient sont spécifiées. On est d'accord, Fabrice ? Oui, mais j'ai envie de dire, on est là encore, on n'est pas dans le cadre de la conformité, mais on est on est dans le cadre, je vais y arriver, de la sécurisation juridique de la prestation. Je veux dire, il paraît, au-delà de la conformité à Calliope, il me paraît essentiel quand on signe un contrat avec un prestataire ou quand on est prestataire et qu'on signe un contrat avec un donneur d'ordre, de savoir quelles sont les missions des uns et des autres, sous peine de se retrouver
cas échéant, dans le cadre, voilà, dans un procès ou dans des choses, ça peut aboutir à des conséquences juridiques pas forcément souhaitées. Donc, un bon contrat, ça vaut toujours mieux qu'un mauvais procès, quoi. Donc, moi, je pense que la relation contractuelle qu'on voit avec son sous-traitant, elle est peut-être à envisager au-delà de Calliope. Vraiment, voilà, sécuriser sa relation juridique, c'est important, et savoir qui fait quoi, c'est encore plus important. Je pense que c'est partir. Mais surtout que là, ça va avoir des impacts en tant que sous-traitant. Si vous n'avez pas des éléments de preuve à fournir à votre auditeur, on le verra un petit peu plus tard, mais vous serez audité sur l'ensemble des indicateurs s'il n'y a pas de preuve, s'il n'y a pas le détail des missions. Voilà, donc, et malheureusement, hein, pourquoi on en parle, pourquoi ils ont rajouté ces précisions-là? Parce qu'on l'a vu, hein, moi j'ai été auditrice, comme je suis une très mauvaise auditrice puisque je suis plus dans le conseil, voilà, je préfère rester à mon stade d'accompagnatrice parce que c'est auditeur, c'est un rôle, hein, faut incarner le rôle de l'auditeur. Alors ça aussi, on en parlera peut-être rapidement, entre l'auditeur et le contrôleur. Attention, hein, un auditeur audite. Il n'est pas là pour contrôler. Bien souvent, on entend des petits bruits comme quoi il y a des auditeurs qui dépassent un petit peu le cadre. Vous avez le droit de remonter cette information auprès de votre certificateur. Tu me confirmes, Cédric, hein, un auditeur est là pour auditer. L'auditeur audite, le contrôleur contrôle et l'inspecteur inspecte. Voilà, tout bêtement. Voilà, donc c'est bien ça aussi la limite du rôle de l'auditeur. C'est au niveau du contrat de sous-traitance notamment. Qu'est-ce que va vérifier un auditeur? Au niveau du contrat de sous-traitance, il va vérifier que déjà, il respecte le cadre de la réglementation. Et puis également, on va vérifier que les missions sont bien définies parce qu'on va les auditer, on va auditer les organismes suivant les missions qui sont, enfin les organismes sous-traitants, on va dire les sous-traitants, suivant les missions définies dans leur contrat. Sinon, on n'a pas de base, et n'ayant pas de base, on va effectivement auditer surtout. Voilà, donc très important aussi bien pour les donneurs d'ordre que pour les sous-traitants de bien vérifier justement la précision dans les contrats de sous-traitance. Est-ce que vous intervenez pour évaluer, pour animer? Sur quelle partie, si vous êtes sur un RNCP, sur quelle partie vous intervenez? Sur un bloc, deux blocs? Il y a énormément de choses à préciser. Peut-être que Fabrice, toi, tu aurais voulu rajouter un niveau d'information sur cette précision au niveau des contrats de sous-traitance. Bon, moi, je vais encore prendre une autre casquette, celle de formateur. Moi, j'ai déjà formé voilà, pour des organismes, pour des business schools, où vraiment, là, je sors même du Calliope, mais finalement, on est dans le cadre de l'exécution du contrat, on anime une formation. Souvent, ce type d'organisme qui finalement a une certification Calliope, pas forcément beaucoup de compétences en dehors et repose beaucoup sur les compétences. Je dis pas que c'est le cas de toutes, mais il y en a certaines qui se reposent beaucoup sur la valeur ajoutée de leurs sous-traitants en termes d'apport de connaissances sur le domaine choisi. Moi, ça m'est déjà arrivé que j'exécute et puis qu'à la fin de la presta, on me dit mais en fait, il faut qu'on leur fasse une évaluation, un cas pratique blanc, tous les formateurs, il faut que vous vous réunissiez parce qu'il faut qu'on élabore un cas pratique. C'est pas dans le contrat. Voilà, un contrat, ça doit préciser les missions parce que sinon on peut se retrouver très très vite dans un hiatus, quoi. Et ça va au-delà de Calliope, vraiment. Et ça peut poser des problèmes parce que justement là, il y aurait manqué peut-être une phase d'évaluation qui peut, le jour de l'audit, peut-être manquer potentiellement. Donc la maîtrise de la sous-traitance, voilà, ça s'improvise pas quand même et ça se contractualise. Exactement. Autre chose, un des principaux changements, c'est l'obligation de détenir des certifications professionnelles quand on est sous-traitant pour les actions de formation confiées. Donc, uniquement, bien évidemment, tout ce qui est CPF, certifiant. Donc, ça me paraissait une évidence. Et au pire, si on n'a pas la certification associée, on a quand même une expérience et dans ces cas-là, on pense VAE. Ça sera une autre chose, la VAE.
Ensuite, on continue. Voilà. De plus, la V9 ajuste le périmètre d'application des prestations auditées et clarifie les modalités d'audit pour les organismes intervenant en sous-traitance, en mettant l'accent sur des indicateurs spécifiques, applicables ou non, aux sous-traitants. Bon, bah voilà, ça résume. Ces évolutions, ça reflète vraiment l'engagement continu du système Calliope à renforcer la qualité et la transparence dans le secteur de la formation professionnelle, tout en s'adaptant au changement du marché. Faut savoir que ces V8 et V9 ont surtout été créés, bien évidemment, pour ajuster tout, mais surtout aussi pour lutter contre tout ce qui a été mauvaise pratique sur le CPF. On a vu aussi on en parlera un petit peu après, sur les 80% pour les organismes de formation qui sont sur le CPF, le volume de sous-traitance à 80%. C'est bien. Il y en avait beaucoup qui avaient un volume de sous-traitance à presque 100%. Ça, c'est vraiment un gros signal de qualité. Comme quoi, les instances publiques encouragent fortement les organismes de formation à avoir des salariés spécialement dédiés à la pédagogie. Alors, donc voilà. Contrat de sous-traitance obligatoire et encadré, donc comme ça on l'a dit. Plafonnement du volume de sous-traitance à 80%. Les donneurs d'ordre ne peuvent sous-traiter que jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires. Vérification du respect des obligations par le sous-traitant. Les donneurs d'ordre doivent s'assurer que les sous-traitants respectent toutes les obligations légales et réglementaires pertinentes, y compris la détention de certification Calliope quand c'est requis. On va rentrer un peu plus dans le détail parce qu'il y a eu un gros vent de panique sur tout le monde, tous les sous-traitants doivent passer Calliope. Non. Alors, les sous-traitants intervenant dans les formations éligibles au CPF, je dis bien au CPF, doivent obtenir la certification Calliope, à moins qu'ils ne soient exemptés en vertu de critères spécifiques, tels que le régime microsocial, micro-entrepreneur, ou un chiffre d'affaires annuel inférieur à 77 700 €. C'est clair, c'est précis. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Donc, quand j'entends, on nous a dit que je devais passer Calliope absolument. Beaucoup de sous-traitants sont venus, enfin, vous aussi, peut-être, Fabrice, tu as eu aussi ce genre d'écho au tout début. Ouais, non, mais c'est sûr. Bon, il y a plusieurs aspects. Moi, je pense que le législateur, il est clairement dans sa tête. Quand on est en micro, on est purement sous-traitant. Et du moment qu'on sort de la micro, on a plutôt vocation à être organisme de formation en tant que tel. Maintenant, tous les sous-traitants ont NDA, donc ils sont organismes de formation. Moi, très honnêtement, de mon point de vue, je ne suis pas législateur, j'aurais peut-être préféré avoir une clarification dès la base, c'est-à-dire au niveau du NDA, fondre le NDA avec Calliope et ne pas obliger les gens qui font que de la sous-traitance, s'ils sont en micro, à être Calliope. Avoir de NDA. Moi, je ne suis pas législateur, je ne suis pas au gouvernement. Moi non plus. Je me présenterai peut-être en 2027, j'en sais rien, je pense pas. Ça m'intéresse pas. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça. Finalement, aujourd'hui, quand on présente un NDA, on doit présenter une première formation. C'est le cas quand on présente Calliope. On ne peut pas présenter aujourd'hui de procédure vierge. Pourquoi pas fusionner les deux et exempter certaines personnes? Bon, c'est pas le choix qui a été fait. C'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a le gros discriminant, c'est est-ce que j'interviens sur des actions qui sont éligibles au CPF ou pas? Parce qu'il y a ça aussi qui compte. Mais clairement, les gens qui sont concernés par la réforme, en tout cas les gens, parce que moi je travaille avec beaucoup de freelance qui sont concernés par la réforme, ceux qui doivent aujourd'hui se certifier Calliope, c'est les freelances qui marchent bien, on va dire, qui dépassent le plafond, donc qui ont plus la structure juridique micro et qui font des actions éligibles au CPF. J'ai envie de dire, ces gens-là, il faut peut-être qu'ils se posent la question de la sous-traitance. Est-ce que c'est pertinent, du moment où je vais être obligé d'être Calliope, de rester à mon statut de sous-traitant? Est-ce que je ne vais pas vendre en direct? Parce que de toute façon, je serai Calliope. Donc, pour moi, ça, le système, il est aussi cet avantage-là, c'est que ce système, il va peut-être pousser des gens
à se dire, c'est la l'occasion. valeur ajoutée, je ne vais pas la partager aujourd'hui, je vais la vendre en direct. Totalement. J'ai des clients qui se saisissent de cette opportunité. Au lieu de la subir, ils vont en faire une opportunité et sortir un petit peu plus du cadre de la sous-traitance et proposer leurs propres actions. On va prendre peut-être 2 minutes parce que je vois qu'on a quelques questions dans le chat. Alors, bonjour. Comment définit-on un sous-traitant? Est-ce qu'un intervenant venant à son nom propre est-il considéré comme sous-traitant? Eh ben, alors on a dit qu'on n'allait pas rentrer dans des débats de juristes parce que là, attention. Non, mais là, le truc, c'est de toute façon, il va falloir qu'on passe par la case jurisprudence. Mais il est très difficile de s'avancer là-dessus parce que c'est un sujet qui est chaud, qui est difficile à manier. Et on n'est pas juriste et on voilà, entend beaucoup de choses en ce moment. Voilà, maintenant, quelqu'un qui est sous-traitant, c'est quelqu'un qui intervient sur une action de formation et il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est former? Je vous donne des cas concrets que j'ai. Quelqu'un qui fait que un feedback, moi j'accompagne quelqu'un qui a une plateforme asynchrone avec du contenu voilà, technique et sur chacun, donc la personne elle suit son parcours en total asynchrone, mais elle a une assistance technique et pédagogique à un moment, ce qui est la loi hein, de toute façon. Et cette personne-là va finalement formuler un feedback s'il y a des questions, s'il y a des choses comme ça, mais à aucun moment elle intervient dans ce qui serait émargement, dans ce qui serait dans le process administratif, dans l'évaluation. À partir de ce moment-là, cette personne-là, pour moi, de mon point de vue, c'est pas un formateur sous-traitant, c'est un expert technique qui intervient. Maintenant, ça se définit. À mon avis, c'est dans le contrat qu'il faut préciser, qui va préciser les missions, qu'il faut bien préciser ces choses-là. Mais un sous-traitant, c'est quelqu'un qui exécute tout ou partie d'une prestation de formation. Donc voilà, c'est très très difficile de dire ce qu'est un sous-traitant ou pas. On pourrait, si on pousse la logique encore plus loin, est-ce que quelqu'un qui, sur une plateforme asynchrone, apporterait simplement le contenu technique et n'interviendrait plus jamais dedans, finalement, on donnerait vraiment le contenu, le fond sur lequel seraient fondées les formations. Est-ce que ce serait un sous-traitant? Pour moi, non, mais ça se discute. Vous voyez, c'est assez délicat dans certaines configurations qui ne sont pas prévues dans le guide de lecture, parce que le guide de lecture part un peu du principe qu'il y a toujours des gens en face, alors qu'aujourd'hui, dans les modalités de formation qu'on a, parfois on n'a personne en face. Enfin, personne, à part pour l'assistance. Donc, c'est quand même difficile de définir un sous-traitant. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui intervient sur une prestation, qui va faire l'émargement, qui va animer, qui va évaluer, c'est un sous-traitant, c'est évident, quoi. Très bien. Ensuite, ça continue. C'est vraiment toujours les questions sur le contrat de sous-traitance. Est-ce que le contrat de sous-traitance est très différent d'un contrat de prestation de service? Peut-on nommer les contrats de sous-traitance qualité de prestation de service ou charte qualité de prestation de service? Peut-on nommer les contrats de sous-traitance qualité de prestation? Alors là, comme je vous dis, je ne suis pas juriste. Qualité prestation de service. Je ne comprends pas tout à fait la question. Après, c'est que pour moi, c'est que le nom. Après, peu importe. Mais tout doit être contractualisé de toute façon. Tout doit être contractualisé. Après, charte, non, parce que c'est pas une charte. Donc, voilà. Qualité de prestation de service, ça peut être ce nom-là, mais c'est un contrat de prestation de service. Après, tout dépend de ce qu'on met dans le contrat de prestation de service. C'est ça. Mais donc, dans le contrat de prestation de service, doit figurer les éléments obligatoires qui figurent dans le 28 décembre 2023. Voilà, de toute façon, dans le slide, enfin le support sera téléchargeable en fin de webinaire et dedans, je vous ai mis des liens qui vous mènent vers le décret,
vers des petites choses qui pourront vous aider à mieux préciser tout ça. Est-ce que je peux répondre à la question Vas-y, Karine, le NDA est-il obligatoire pour les sous-traitants? Le NDA, il est obligatoire du moment qu'il y a de la formation. Ça, c'est important de le rappeler. Il y a des débats de juristes, il y a notamment le cabinet qui n'est pas d'accord là-dessus. Oui. Moi, je vous invite à faire la balance bénéfice-risque. Passer à NDA, c'est pas compliqué. C'est vraiment rien comme démarche. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une histoire d'ordre juridique. Je crois qu'il y a eu une circulaire où, non, je ne sais plus ce qu'on appelle ça, mais quelque chose qui s'impose qu'aux fonctionnaires au niveau de la DREETS d'Île-de-France qui a dit oui, c'est obligatoire. Mais ça, normalement, ça ne s'oppose pas aux administrés. Donc, normalement, ça ne concerne que les fonctionnaires. Mais le fait est que ça veut dire que les inspecteurs de la DREETS doivent appliquer cette directive et quand ils contrôlent, pour eux, le NDA est obligatoire. Donc, ça veut dire que déjà, il y a un risque pour vous. On vous contrôle, on va vous dire que le NDA est obligatoire. Vous allez dire, la loi ne dit pas ça, je vous fais un procès. Vous avez, je ne sais pas, 10% de chance de gagner le procès, ça va vous coûter de l'argent. Et en attendant, l'amende, elle est de 4 000 €, il me semble, dans ces eaux-là. Donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre côté gauche 4 000 € de risque d'amende ou de procès et de l'autre côté, un NDA qui finalement revient à quelques centaines d'euros si on se fait accompagner. Voilà. Il y a un petit peu de temps. Donc oui, le NDA il est obligatoire. De toute façon, maintenant c'est ancré dans la plupart des organismes qui sont certifiés Calliope. La pratique elle est bien ancrée. C'est respecter, si ce n'est la réglementation, au moins son esprit. Dans le BPF, de toute façon, il y a une ligne liée à la sous-traitance. Donc le BPF ne pose pas de problème à remplir quand on est sous-traitant. Donc oui, le NDA, il est obligatoire pour les sous-traitants à 400%. Merci Fabrice. Voilà. Quand vous dites formation, est-ce qu'il s'agit également du bilan de compétences? Alors, le bilan de compétences est une action de formation telle qu'on l'entend au sens large, mais sur le bilan de compétences, il y a des petites spécificités. À la fin du slide, j'ai concaténé les informations selon le type d'action que vous êtes CPF. Sur le CPF, que ce soit action de formation, bilan de compétences ou VAE, les indicateurs spécifiques sur lesquels vous serez audité, ou alors selon le donneur d'ordre, enfin voilà, toutes les petites conditions spécifiques. Donc, on va continuer un petit peu les questions. Donc, pourrait-on un Bonjour, pour les 77 700 €, cela concerne uniquement le CA de l'entreprise générée sur le secteur de la formation. Alors, les 77 000 €, c'est quand on est un sous-traitant indépendant et qu'on dépasse ce chiffre d'affaires. On est bien d'accord, messieurs? Oui, absolument. Ce n'est pas que uniquement sur la formation. Voilà. Dans le cas du portage salarial, est-on dans la situation de sous-traitance Ah bah ça tombe bien, je suis juste à les cas d'école. Donc là aussi, un des principaux impacts voilà, de ce décret de la VNAF et tout, c'est l'interdiction de la sous-traitance en cascade. Il est désormais interdit aux sous-traitants de sous-traiter à leur tour l'exécution des actions de formation qui leur ont été confiées. Alors, ça aussi, dans les sociétés de portage, alors, je ne suis pas juriste, les questions qui sont posées sont très orientées au niveau juridique, il faut quand même dire ce qu'il y a. Il y a un cabinet d'avocats que j'ai vu qui parlait du portage salarial dans le cadre de la formation. C'est assez spécifique, c'est vrai, je ne suis pas là pour en parler puisque je n'ai pas les compétences spécifiques. Toujours est-il qu'il y a des avocats qui ont publié sur ce sujet-là du portage salarial dans le cadre de l'action de formation. Les actions de formation, effectivement, dans ces cas-là, on voit que c'est le portage salarial, je crois, qui a la NDA et qui a Calliope. Donc, pour moi, ça, c'est des choses que je ne tiens pas trop à évoquer puisque je ne maîtrise pas trop le sujet et qu'apparemment, il y a des gens qui sont beaucoup plus calés dessus. Vous avez d'autres choses à rajouter sur ce sujet-là, messieurs? Ouais, bon, très honnêtement, si le but, un petit peu des questions, c'est de savoir comment on s'en sort, si on est concerné, la porte de sortie, ça peut être le CDD d'usage. Alors, il est restreint en termes de... on ne peut pas faire n'importe quoi que le CDD d'usage, mais on imagine bien j'imagine un entrepreneur qui est assez... qui a des compétences rares, qui n'est pas en micro justement parce qu'il y a des compétences rares, donc il gagne beaucoup de fric. On a besoin de lui. Mince, il faut qu'il soit Calliope.
c'est gênant parce qu'il fait 3-4 formations par an. Bah, peut-être que la bonne solution, c'est le modèle juridique, d'adopter un autre modèle juridique. C'est-à-dire que la bonne solution, c'est peut-être pas de le prendre en tant qu'entrepreneur et sous-traitant, mais de lui faire un CD d'usage pour les 2-3 prestations qu'il va faire, quoi. Alors, on Ça vous regarde. laisse sans voix, hein. Dans quelle mesure le terme de sous-traitance couvre-t-il l'ensemble des étapes d'une formation, y compris la gestion administrative, les échanges avec les clients, la réservation des salles et du matériel, si sous-traitant se limite à animer la formation? C'est l'animation. Enfin, là qu'on parle vraiment ça. Il faut que tout soit défini. Simplement, voilà, préciser dans le Voilà. contrat. Bonjour, est-ce qu'un organisme de formation peut faire appel à un sous-traitant qui est en cours de passage de Calliope, ou bien doit-il absolument attendre que le sous-traitant ait fini de passer la certification Calliope? Eh ben, c'est clair, s'il doit être certifié, s'il est dans le cas où il doit être certifié, il doit être certifié. Il n'y a pas de mystère, hein. Donc, Il n'y a pas de en cours. Le en cours, l'auditeur, il ne sait pas à comprendre ça, le en cours. Alors attention quand même, je ne sais pas si tu comptais l'aborder plus tard, mais on pourrait croire que c'est un Calliope Light. Parce que voilà, là on nous demande beaucoup en ce moment des Calliope. Est-ce que c'est un Calliope Light et tout? Alors, Ouais. c'est une vaste question. Ça, comme on l'a dit, ça dépend de ce que vous. Enfin, il n'y a pas de Calliope Light. Calliope doit être compris et maîtrisé dans toute sa dimension. Il n'y a pas de durée d'audit aménagée pour un sous-traitant, hein, voilà. Si encore il y avait eu des précisions, parce que si on avait eu des précisions, si au niveau des législateurs ou autres, vous avez dit oui pour les sous-traitants, c'est un audit plus allégé ou autre, mais on n'a eu aucune directive comme ça. Ouais. Donc, un certificateur comme Cédric auditera un sous-traitant et fera du coup la même durée. La même durée, même manière. C'est uniquement le chiffre d'affaires. C'est uniquement sur le chiffre d'affaires. Voilà. Ouais, non, mais c'est important quand même parce que moi, je veux dire, j'ai déjà des gens qui sont venus me voir depuis là pour me dire, mais finalement, j'ai pas tous les indicateurs. Est-ce que c'est moins cher? Est-ce que, enfin bon, ce genre de choses. Bon, les durées d'audit sont les mêmes. Je rappelle que si le contrat en amont il est imprécis ou il n'existe pas, bah, de toute façon, tous les indicateurs elles sont audités. Ben oui. Donc voilà. Et de manière générale, j'encourage. Vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, mieux prévenir que guérir. Si on maîtrise la plupart des indicateurs qui nous concernent, en ayant un peu de prospective sur la suite, en se disant je vais peut-être vendre aussi des prestations en propre, bah, on est peut-être plus préparé à la croissance que si on prépare le strict minimum. Donc, mais en tout cas, voilà, Calliope, pour revenir à la question, Calliope, c'est pas forcément très long à obtenir, hein. Bon, il y a pas mal de gens qui vont faire croire qu'il faut des mois et des mois pour l'obtenir. Je dis pas qu'il faut l'obtenir en une semaine, mais votre sous-traitant, il faut qu'il soit Calliope le jour J. Donc ouais, il faut quand même qu'il se réveille, j'ai envie de dire, à minima 2 mois avant le début de la formation pour être certain d'avoir le certificat dans la boîte aux lettres, quoi, hein. C'est évident. Donc voilà, en tout cas, ouais, s'il n'y a pas Calliope, ça ne vous met pas, non. Il faut bien comprendre un truc, c'est que bien sûr, vous pouvez être mis en balance par un auditeur, mais ça, à la limite, c'est pas grave, c'est une conformité. Mais ce qui serait plus grave, c'est d'être mis en balance face aux instances de contrôle, en fait. Quand on dit que l'on ne fait pas de contrôle, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que voilà, c'est pas pour rien. Voilà, si c'est les autorités qui vous contrôlent, là, ça vous met sur des problématiques qui sont surtout sur le CPF. Voilà. Quand on est sur les actions de formation financées par le biais du CPF, il y a des contrôles et il y en aura certainement de plus en plus et de plus en plus pointus. Donc, c'est tout dans votre intérêt, si vous voulez vivre tranquille, de bien respecter le cadre. D'ailleurs, voilà, l'interdiction de sous-traitance en cas de déréférencement, parce que bien évidemment, la Caisse des dépôts a tous ces versions 7, 8, 9 aussi, tout ça, c'est venu, tout à l'heure je l'ai évoqué, à cause de très mauvaises pratiques. La Caisse des dépôts a fait un grand ménage sur EDOF, sur les acteurs CPF, qui utilisaient à mauvais escient les fonds de la formation professionnelle ou ne respectaient pas le cadre de Calliope ou même des formations certifiantes. Combien on formait des gens sans les emmener jusqu'à la certification?
Maintenant, en plus de ça, ça peut se retourner contre les personnes qui doivent absolument passer la certification professionnelle. Au fur et à mesure des années, on a quand même eu pas mal de choses qui ont permis de mieux recadrer tout ça et de limiter ce qu'on a pu voir il y a encore 3-4 ans où c'était un petit peu la fête sur le CPF. Voilà, je dis les choses comme je pense, mais c'est la vérité. Il y a 3-4 ans, c'était tout et n'importe quoi. Alors, bon, alors, je continue un peu les questions. Est-ce que les 77 000 € sont définis par le BPF? Cédric, je te laisse répondre. Non, c'est pas défini dans le BPF. C'est les 77 700 € sont définis. C'est le chiffre d'affaires du micro-entrepreneur, en fait. Annuel, Ouais. ouais. Annuel. Et normalement, vous pouvez, dans le statut de la micro, c'est mon statut, donc je le connais un peu, vous pouvez faire un dépassement, mais s'il est dépassé sur 2 années consécutives, vous devez sortir du régime micro, tout simplement. Totalement. Alors, purement juridique, les questions. Merci Sandrine, c'est vrai. Une charte ne suppose pas forcément engagement. Un contrat concerne 2 parties. Alors, si la partie administrative et organisationnelle, logistique sont gérées en propre, seule l'animation et évaluation sont sous-traitées. Est-ce considéré comme de la sous-traitance? Ah oui. Oui. Je suis OF, je fais appel à des sous-traitants. Doivent-ils avoir un NDA? Ça, on a déjà répondu. Oui. Alors, NDA, qu'est-ce que ça veut dire? Numéro de déclaration d'activité. C'est une procédure administrative que vous réalisez sur mon activité formation, le site, où vous déclarez simplement votre première action de formation. Donc, il y a des éléments, hein, c'est pas compliqué à faire une NDA, je le répète. Il suffit de lire ce qu'on demande. Voilà. Et normalement, il n'y a pas de raison que vous soyez rejeté. Alors, Catherine nous dit, le mot contraint induit un lien de subordination. Or, en cas de contrôle URSSAF, le contrat de sous-traitance peut être qualifié de salariat. Je ne suis pas juriste. Je suis pas d'accord. Bon, moi, j'ai quand même licence de droit. Un contrat, il n'y a pas forcément un lien de subordination. Un contrat, c'est un accord de volonté. Donc, et voilà, c'est le contrat qui va définir si y a un lien de subordination ou pas. Bien sûr, tout ça, en fait, c'est déjà… Ah, voilà. Ouais, non, mais si vous voulez, vous êtes déjà dans des anticipations ou alors des analyses peut-être jurisprudentielles que pourrait faire l'administration d'un contrat et le requalifier. De toute façon, j'ai envie de dire, le fait de ne pas faire de ces sous-traitants des salariés déguisés, c'est une obligation générale qui va au-delà de Calliope. Et quand on emploie de la sous-traitance, il y a ce risque, il est toujours présent et il est à maîtriser. Et là, je veux dire, ce n'est pas des experts de l'information qu'il faut aller voir, c'est des experts juridiques qui vont vous dire comment encadrer la sous-traitance pour pas qu'elle soit considérée comme du salariat. Donc, ça, c'est une problématique qui dépasse clairement le cadre de la formation professionnelle. C'est une problématique générale quand on emploie des sous-traitants. Enfin, vous voyez, moi-même, je fais le problème. Je fais l'erreur. Je dis quand on emploie des sous-traitants. Donc, quand on fait appel à des sous-traitants. Très bien. Comme quoi, en fait, le cadre de la sous-traitance est encore très, très discuté. Alors, ensuite, on a des questions sur le chart. Comment se passe-t-il si on a des recours à des sous-traitants résidant à l'étranger? Espagne. Je suis passé au point là-dessus, je vous dis franchement. Là, c'est une question que je poserai à mon organisme certificateur. Alors, je pourrais avoir plus de détails, d'informations, mais c'est des cas particuliers. Je connais quelqu'un qui a passé pas mal de temps et de postes à rédiger là-dessus. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie parce que j'estime, on va me traiter de protectionniste. Non, je trouve qu'on a suffisamment de formateurs en France. Voilà, j'assume. Parce que ça aussi, je le dis parce que j'ai vu énormément de formateurs fermer leur activité au moment, justement, il y a 3-4 ans, quand on a eu ces ruées sur le CPF. Ça a fait beaucoup de mal à des formateurs qui étaient là depuis une dizaine d'années sur le milieu, qui étaient des grands professionnels. Et voilà, pour certains, ont arrêté leur activité de formation tellement que le milieu s'était complexifié. Alors, le décret 1, l'interdiction de la sous-traitance en cascade vaut-elle pour le CPF uniquement? Les questions. Mais là encore, il faut moi, je m'interroge plus globalement sur la maîtrise de la qualité d'une formation quand on la sous-traite 2 fois. Clairement. Voilà, exactement. La conformité, qu'est-ce que j'offre
en termes de qualité quand j'ai… Moi, personnellement, c'est quelque chose que je sous-traitance. déconseille totalement à mes clients de sous-traiter, enfin, voilà. Moi, en tant que… Je me suis retrouvé dans des montages juridiques comme ça, j'étais dégoûté, quoi, clairement. Dire, voilà, on est au sous-traite parce qu'on ne peut pas, et lui-même, il fait appel à un prestataire. Alors, c'est peut-être la réalité du marché, mais quelle est la maîtrise dans ce cas-là? Quelle est la maîtrise voilà, de l'action de formation qui est délivrée là, enfin, il y a plein de questions qualité qui me viennent en tête en dehors de Calliope, hein, bien évidemment. Après, chacun a ses pratiques. Moi, c'est des choses que je ne conseille pas et il y en a qui le conseillent. Moi, non, je trouve que c'est aller se Après, compliquer voilà, la vie et c'est jouer un jeu de clairement, c'est pour le CPF, dans les textes, clairement. C'est en tout cas comme ça que c'est formulé. Maintenant, moi, j'ai envie de vous dire, les bonnes pratiques, elles sont, si elles ont été faites pour le CPF, c'est pas pour rien. C'est pas que pour mettre des contraintes, c'est pour aussi avoir un contrôle sur la qualité, pour qu'on puisse avoir une traçabilité. Donc, voilà, sous-traitance en cascade, voilà, je suis pas fan, je vous dis franchement. Moi non plus. Alors, si sous-traitant intervient, bah ça, on a des parties de l'action de formation en statut travailleur indépendant aux sociétés. Pas besoin de Calliope, n'est-ce pas? Ce qu'on a dit. J'ai répondu. Voilà, on a répondu. Nos formateurs qui viennent chez nous sont tous sous-traitants. Mais nous proposons en plus un accès à une école en ligne. La partie école en ligne rentre-t-elle dans les 20% de non-sous-traitance? C'est quoi la partie école en ligne? Je comprends. Ah bah ça, c'est pour le CPF, c'est-à-dire que les 20%. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ouais, parce que ouais, du coup, il y a tout ouais. Ben non, mais si le CA il est fait sur la formation, logiquement, donc tout avec toute une partie asynchrone, c'est ça. Bah, c'est en termes de CA. Si finalement l'école en ligne, ça vous rapporte tant de CA et que la partie. Non, je pense qu'elle part plus du 20% de celle et le plafonnement à 80%. Ouais. La plateforme, l'école en ligne, dans les 20% de non-sous-traitance, elle est élaborée comment, cette plateforme? Est-ce que c'est des ingénieurs, enfin des ingénieurs pédagogiques qui sont salariés à l'organisme de formation qui l'élaborent? Mais tu t'en moques en fait, Nat. Tu prends le BPF avec tout, Oui, tout, et au final, dans le BPF, il y a la partie qui est sous-traitée en part CA, et si elle est supérieure à 80%, ça ne marche pas. Si elle est inférieure à 80%, ça marche, quoi. Oui, voilà, exactement. Oui. Pourquoi chercher midi à 14h? On lit le BPF.bar. Si on a Calliope, le contrôle de suivi porte sur les actions dans le BPF, se fait sur l'année de l'exercice ou sur toutes les formations réalisées jusqu'à une semaine avant le contrôle de suivi. Ah, celle-là, je vais te laisser répondre. Alors, le contrôle se fait, l'audit de surveillance se fait sur les actions de formation qui sont au certificat. Vous avez de l'OF et du CBC, par exemple, ce sera sur ces deux actions de formation. Si vous voulez rajouter de la VAE, il faut le dire à votre organisme de certification pour rajouter de la VAE. Ce sera réalisé suivant les exigences d'un audit initial sur la VAE. Donc, par contre, effectivement, si vous ne le faites pas et si vous faites des formations VAE, effectivement, la certification Calliope ne sera pas, votre organisme de certification, pardon, ne sera pas certifié. Au niveau de l'échantillonnage, je pense que c'était ça aussi la question. L'échantillonnage, il se fait du dernier audit à la date de l'audit. Ouais. Oui, l'échantillonnage des formations, des actions de formation. Oui, donc l'échantillonnage se fait sur l'ensemble des propositions ou des comment dire. Vous serez audité sur les 18 mois, voilà. Sur l'ensemble des formations réalisées ou des catégories d'actions réalisées par l'organisme. Faut être logique parce que si vous voulez, si on remonte trop loin, parce que finalement avec le BPF, on a toujours un décalage d'1 an. Si on remonte trop loin, ça marche pas. Ça donne déjà pas une photo fidèle de votre organisme à l'instant T. Et si vous avez eu des non-conformités auparavant qui ont déjà été levées, si on va trop loin, on risque de retomber sur des problèmes qui ont déjà été réglés depuis. Donc ce serait totalement contre-productif. En général, sur l'échantillonnage, on essaie de prendre des choses qui sont plutôt récentes, quoi. Mais l'échantillon doit être sur l'ensemble des catégories d'actions, et ça peut être
l'instant où l'organisme est certifié jusqu'à l'instant où vous êtes en audit de suivi. Après, c'est la liberté de l'auditeur et du choix de son Après, c'est invité. l'auditeur qui Le risque, choisit. si tu remontes loin, ça risque de pas être productif parce qu'il y aurait eu des actions Voilà. entre-temps qui auraient été C'est menées, vraiment la posture de qui auront l'auditeur. déjà réglé des non-conformités. Ça donne une photo d'il y a 2 ou 3 ans. Donc, à mon sens, d'un point de vue d'auditeur, c'est pas forcément pertinent d'aller auditer des choses qui sont anciennes. Maintenant, on a aussi des rapports, nous, en tant qu'auditeurs, on a toujours les rapports d'audit précédents qui nous donnent aussi l'état antérieur de votre organisme et qui orientent parfois aussi l'échantillonnage. Alors voilà, j'ai mis un petit point de vigilance, on n'arrête pas de le répéter tout à l'heure, mais en l'absence de contrat permettant d'identifier les missions de sous-traitance, l'organisme certificateur procède à la vérification de l'ensemble des indicateurs applicables à la catégorie d'actions concernées. C'est-à-dire que par exemple, si vous n'intervenez que pour l'animation, mais que vous n'avez pas bien le contrat qui est bien rempli et tout, moi, en tant qu'auditrice, enfin j'imagine, parce que je ne suis plus auditrice, je vais devoir quand même vous auditer sur le positionnement. Yo, messieurs, vous êtes là. Attendez, excuse-moi, j'étais en train de répondre là-bas. Voilà. Ouais, d'une action pour notre prestation. Voilà. Ouais, ok. Donc, toi, en tant qu'auditeur, Fabrice, si tu as l'absence de contrat permettant d'identifier ces missions, tu es obligé de quelqu'un qui n'a intervenu que sur un cadre d'animation de formation, mais qui n'a pas le contrat. Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas l'auditer? Tous les indicateurs concernés et basta. Donc, sur le positionnement, sur tout ce que ça va être, oui, le risque, c'est que ça va l'exposer à énormément de non-conformité. Et à partir de là, vous risquez de quoi? Vous risquez de vous prendre des non-conformités. Mais clairement, moi, ceux que j'accompagne, je leur dis, parce que j'ai la problématique en ce moment, s'il n'y a pas de contrat, parce que ton donneur d'ordre est inconséquent, si tu vas pour un audit initial, prépare une action de formation que tu donnes en propre de A à Z pour être sûr de couvrir les indicateurs au moins sur une action. Voilà, c'est à vous aussi, sous-traitant, de bien vérifier quand même, pour vous assurer que vous êtes bien dans le cadre, que le contrat comporte tous les éléments, parce que sinon, ça risque aussi de découler sur vous, si vous devez éventuellement passer Calliope. Mais ça risque d'être difficile. Je veux dire, honnêtement, moi, ce qui me fait un peu peur, de la part, quand on se positionne du côté du sous-traitant, où il y a, même s'il y a un contrat qui est normalement un accord de volonté, on sait que parfois il y a des rapports de pouvoir qui sont pas forcément proportionnés et qui sont plutôt à l'avantage du donneur d'ordre. Et il est vrai que si on a un donneur d'ordre qui est assez inconséquent et peu réactif sur la façon dont il rédige les contrats, la personne en face, elle peut se retrouver avec des non-conformités qu'elle aura du mal à lever. Parce que le contrat sera mal rédigé. Donc, ce qu'on va lui demander, c'est d'avoir peut-être un contrat mieux rédigé en tout cas, dans ce qu'elle pourrait être proposée comme action pour lever ses non-conformités, ça pourrait être d'avoir un contrat mieux rédigé qui définit plus les missions. Et il faudra qu'elle l'obtienne. Voilà, il faudra qu'elle l'obtienne. Et finalement, elle n'aura pas, si son donneur d'ordre il est inconséquent, elle n'aura pas énormément de voies de recours, quoi. Et c'est ça tout le risque quand on est sous-traitant. Donc, il y a certains donneurs d'ordre qui sont un petit peu inconstants, la majorité, bien évidemment. Mais par sécurité, vérifiez quand même ces éléments. On a encore quelques questions. Dans le cadre du CPF, le sous-traitant, c'est l'OF habilité par le titulaire de la certification ou c'est sous-traitant de l'OF habilité? Moi, là, pas compris. Là, du coup, attends, du calme. J'ai pas compris, là. Je n'ai pas compris la question. Alors, dans le cadre du CPF. Le sous-traitant, c'est l'OF habilité par le titulaire de la certification ou c'est le sous-traitant de l'OF habilité? Oula. Mais je ne comprends pas, c'est pas grave. Alors, Sandrine, si vous pouvez nous apporter des précisions. Alors, Emmanuel a une question. Le BPF porte sur 10 formations au 31/12/2023. Le BPF est en avril 2024. Sur quel dossier on peut être audité? Donc, l'échantillonnage jusqu'au 31/12/2023 ou 2024 aussi? Le BPF n'a rien à voir avec ça. À partir de l'instant où l'organisme est sous certification, il peut être audité jusqu'à la dernière formation qu'il a effectuée.
Le moment qu'on rentre dans la démarche Calliope, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'organisme de formation Oui. qui est labellisé Calliope. Donc, de ce fait-là, effectivement, si l'organisme de formation a fait une formation hier, il peut être audité sur cette formation-là. Très bien. Ensuite, j'ai vu que tu as répondu. Merci Fabrice. Très bien. Parfait. Donc, OK, on a fait le tour des questions. Alors, on a déjà dépassé le webinaire. Donc, brièvement, je vais conclure par certains éléments. Cette présentation, vous pourrez la télécharger. Juste après, je vous ai mis des petits points de vigilance selon le type d'action de formation, bien évidemment, sur le CPF. Les indicateurs non applicables, donc qui sont la communication par donneur d'ordre, les indicateurs applicables avec spécificité. Voilà, donc, sous condition, les cas particuliers, l'accompagnement à la VAE, le bilan de compétences et je vous ai mis aussi hier, les acteurs de la compétence ont diffusé un petit lien très utile. Les acteurs de la compétence, c'est la plus grosse fédération professionnelle d'acteurs de la formation. Donc, pareil, le lien est téléchargeable dans la presse. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires. On ne peut pas trop dépasser parce qu'on a d'autres impératifs. Donc, les questions, on espère avoir répondu à toutes vos questions. Il y a encore une question. Bonjour, certains gros organismes refusent encore de signer les CDST. Comment faire? Également, le contrat leur impose de fournir les documents relatifs à Calliope. Le contrat est signé, mais ils refusent de fournir les documents car ils sont Calliope. Quel recours avons-nous? Du moment que le contrat où les éléments se relèvent de la loi, j'ai envie de dire, votre cours, c'est l'adresse, tout simplement. Alors, sur certains éléments, l'organisme certificateur, je ne sais pas si ça relève vraiment uniquement de Calliope. Ça veut dire que si, en fait, il n'applique pas certains indicateurs de Calliope, il peut y avoir une plainte qui est adressée à l'organisme certificateur. Oui, absolument. Voilà. Et c'est pour ça qu'on affiche les certificats. C'est pour ça qu'il y a l'obligation d'afficher. C'est pour ça aussi qu'ils ont demandé. C'est ce que j'allais dire, l'obligation d'afficher les certificats sur le site Internet. Donc, vous pouvez récupérer leur certificat Calliope sur leur site Internet. Et du coup, il y a le nom du certificateur dessus. Et c'est à vous ensuite, derrière, de pouvoir aller titiller le certificateur demandant si c'est normal, ceci et cela. Alors, vous avez le droit de poser des questions. Toujours, et c'est le certificateur qui peut vous y répondre quand vous vous doutez d'une pratique qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur LinkedIn ou alors là, via nos adresses respectives. On est facilement joignable, que ce soit Fabrice, Cédric ou moi, vous nous trouvez sur les réseaux. On répondra à vos questions complémentaires. Bien évidemment, on vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Je vous remercie, messieurs, Fabrice et Cédric, d'avoir participé. Merci à toi, Nathalie. On avait beaucoup de questions juridiques, comme on le sentait. C'était prévisible. Prochaine fois, j'essaierai de trouver un avocat, promis. Et eux-mêmes n'osent pas trop venir, tellement que le sujet est tendu et un petit peu mouvant. Donc, on vous souhaite une excellente journée à tous et une très belle après-midi. Au revoir. Très bel après-midi, au revoir. Au revoir.